Vous en avez marre des rencontres superficielles et des conversations sans âme. Et si la prochaine grande histoire d'amour se cachait dans votre café préféré ou au détour d'une rue que vous empruntez chaque jour? Avec plus de 160 millions d'utilisateurs dans le monde, Appen redonne aux rencontres leur saveur authentique. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de cette start-up française, et oui, Cocorico, qui bouscule les codes du dating avec sa vision locale, ses collaborations audacieuses et son ambition de transformer chaque moment de la vie réelle en une opportunité. Alors pour en parler, mon invité du jour est Karima Ben Abdelmalek, PDG CEO de Appen, qui nous dévoilera comment l'application réinvente l'amour 3.0 et fait vibrer les cœurs dans un marché ultra concurrentiel. Et en attendant, restez connectés et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. À tout de suite. Feuille blanche. 40 nuances de Sista. Bonjour Karima. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui à ce micro. C'est grâce à Johan Valency, qui est cofondateur de Certideal, qui t'a choisi comme Sista. Et ce qui me fait l'honneur d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui sur le dating, sur la place des femmes dans la tech, parce que je crois que tu es très investie aussi sur ce sujet. Donc je le disais, tu es CEO d'Appen et tu es aussi la présidente de Women in Dating. Et ça m'intéresse bien aussi qu'on en parle un peu plus tard dans cette interview. Mais si tu veux bien, on commence par Appen. L'app a 10 ans et elle a su se renouveler en 10 ans. Ah oui, il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. Ah oui, effectivement, on a passé quand même ces 2-3 dernières années à transformer, je dirais, ce diamant brut en pépite française, une French Tech à dimension internationale aujourd'hui, parce qu'effectivement, on est une entreprise française. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui ? On est présent dans le monde. Ouais. Donc, Appen est téléchargeable dans le monde entier. Par contre, on est très présent parce qu'on a des équipes marketing dans 11 pays. Plus précisément, la France, effectivement, notre pays domestique. Ensuite, dans les Nordiques, donc au Danemark, aux Pays-Bas et en Norvège. Après, on a aussi des très, très fortes positions en Amérique latine. C'est quand même un crush assez historique entre les Brésiliens et Appen. Donc, on est très présent au Brésil. C'est lié à leur culture ? Ah ben oui, je pense que le dating, pour eux, c'est vraiment un sport quotidien. Et donc, l'usage des applications de rencontres est assez banalisé. Et il n'y a pas uniquement le Brésil, il y a aussi, on est très présent aussi en Argentine et en Uruguay. Et après, on va complètement voyager ailleurs, puisqu'en fait, on est aussi très présent en Inde et en Turquie. Donc des pratiques complètement différentes, des usages complètement différents, avec des cultures complètement différentes. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse d'Appen. C'est la force d'être une entreprise française qui a su s'exporter à l'international. Aujourd'hui, comme tu le disais, 160 millions d'utilisateurs inscrits depuis le lancement et effectivement 3 ans, ces 3 dernières années, à repenser le dating, à anticiper le futur aussi. La rencontre, ça reste quand même des comportements humains. Ça touche différentes générations et différentes cultures, puisqu'on s'adresse aussi à des communautés internationales. Donc, il faut s'adapter à tout ça. Et donc, pour y arriver et pour y parvenir, il faut beaucoup d'agilité, il faut avoir une capacité de se remettre en question, de challenger l'existant, de se transformer. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui, le travail qu'on a fait avec toutes les équipes, c'est d'avoir transformé ce diamant brut en pépite française et internationale. Alors, on va y revenir sur certaines des spécificités, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est une app française. À côté, il y a des mastodons qui existent. Je crois qu'il y a plus de 8000 apps de rencontres. Ah oui, dans le monde, oui. Dans le monde, oui. Alors parce qu'il y a des choses qui sont... il y a des apps très généralistes et puis il y en a d'autres qui sont très niches, si je puis dire. C'est ça, je sais oui. pas comment on dit dans le jargon de l'app. C'est exactement ça. Et je te propose de commencer rapidement avec une question sur ce sujet.
Vous avez un message. Comment on fait aujourd'hui pour attaquer des monstres que sont justement les acteurs que je viens de citer et tirer son épingle du jeu? C'est une question de Johan. Oui, c'est Johan, j'ai reconnu sa voix. Merci Johan. Parce qu'on pourrait dire que c'était le petit poussé au départ. Oui. Et alors, comment on fait? Ah là là. Alors, c'est vrai qu'en face de nous, on a des gros acteurs mondiaux. Et à côté de ça, on a l'impression qu'Appen, finalement, c'est la petite pépite qui est là au milieu de tout ça. La réalité, c'est que je pense qu'on est parmi les leaders. Je m'explique. En fait, Appen a souvent inspiré le marché. Et Appen est une application de rencontre qui, puisqu'elle est ancrée dans la vraie vie, de manière historique, et que c'est précisément ce que les gens recherchent aujourd'hui, eh bien, on a été précurseur, en fait, sur ce positionnement-là. C'était un contre-pied dès le départ, en fait. Dès le départ, en fait. Et j'ai presque envie de dire, le momentum d'Appen, il est clairement aujourd'hui, en fait. Parce qu'on est vraiment l'application qui est dans les tendances. Et à juste titre, puisqu'aujourd'hui, nos utilisateurs et les célibataires ont besoin d'authenticité, ont besoin de spontanéité, ont besoin de, comme on appelle ça, le slow dating, c'est-à-dire prendre le temps de trouver la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et c'est précisément ce que nous, on offre à nos utilisateurs. C'est cette rencontre authentique, spontanée, cette seconde chance qu'on a envie de donner aux célibataires qui, dans ce monde et cette frénésie et ce monde qui va trop vite, qui est aussi très ancré dans le digital. Finalement, on a juste envie de leur donner cette seconde chance et de leur proposer une nouvelle opportunité qu'ils ont peut-être ratée dans la vraie vie. Nous, on est précisément là pour ça. Et pourquoi je dis que finalement, on n'est pas si petit que ça et qu'on influence aussi le secteur, c'est parce qu'on voit que aussi les gros acteurs, finalement, commencent à comprendre que, oui, les tendances, c'est aussi le retour à la vraie vie. C'est le retour aux rencontres authentiques, profondes, de qualité, et que les catalogues de profils avec des gros volumes de profils, etc., finalement, on en revient. Et donc, c'est en ça où je dis que Appen, influence le secteur. Et j'en suis très fière, d'ailleurs. Je pense qu'on a fait un super boulot avec les équipes. Et donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a aussi une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un marché qui est très concurrentiel, porté à 80% par des grands groupes qui n'ont pas la même force de frappe que nous. Mais nous, on a d'autres forces. C'est-à-dire qu'on est très créatif. On a su rester agile. On a aussi cette capacité à innover et à suivre les tendances de nos utilisateurs et des célibataires. Et ça, c'est une grande force parce que tu peux être une très, très grosse boîte et pour autant, si tu as un bateau ou un navire qui ne sait pas s'adapter au monde d'aujourd'hui, tu peux très vite faire face au déclin. Et je pense que la force d'Appen, et c'est comme ça qu'on tient tête aussi à des grands groupes, c'est tout simplement notre force, c'est d'être proche de nos utilisateurs et de suivre leurs besoins au quotidien. Et donc, je dirais que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans le top 5 mondial des applications les plus téléchargées dans le monde. Fait partie des applications les plus populaires. Donc, je pense que cette agilité, cette capacité à être proche des utilisateurs, notre capacité à innover en permanence, c'est ce qui fait la force d'une entreprise comme Appen. Et une grande créativité parce que je crois que cette année, ou en tout cas ces derniers mois, j'ai vu passer 2 campagnes de com. Une que vous avez fait avec Se Loger, une avec, vous avez utilisé les JO et Paris avec l'accord Adidas. Non, pas l'accord du coup, l'Adidas Arena. Adidas, l'Éducat de Paris. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ces campagnes qui ont été faites complètement in-house, par vos équipes? Oui, complètement. Alors nous, on adore faire par nous-mêmes. Donc on a un savoir-faire français qu'on exporte à l'international. On fait par nous-mêmes beaucoup de choses. J'ai envie de dire, au-delà des campagnes très créatives grâce à nos équipes marketing,
marketing qui arrive toujours à trouver une manière très originale, finalement, de faire passer des messages. Parce que finalement, le dating, ça c'est notre cœur business, mais en réalité, nous, ce qu'on cherche, c'est quand même à avoir de l'impact dans la vie des gens et d'aller un peu au-delà de notre métier de tous les jours et d'utiliser Happen, qui quand même a une audience qui se situe entre les 20 et 40 ans. Donc, c'est quand même une audience large, qui est intéressante, très large et en même temps hyper intéressante. Donc, en fait, cette audience-là, souvent, on utilise la puissance d'Happen pour leur faire passer des messages qui vont au-delà du dating. Je donne des exemples. On a fait une campagne récemment avec Staying Alive, qui est une plateforme qui va géolocaliser les défibrillateurs et sensibiliser les jeunes aux gestes de premier secours. Tu vas me dire quel est le rapport avec Happen, mais il y en a beaucoup en fait. C'est parce que tout simplement, on parle de cœur, on parle de refaire battre les cœurs. Et là, typiquement, on va utiliser la puissance d'Happen et la cible qu'on cherche à toucher grâce à ce type de campagne. Donc, en fait, on est aussi une boîte à impact parce qu'on cherche aussi à sensibiliser les célibataires sur des sujets sociétaux qui sont importants. J'ai envie aussi de parler aussi de toutes nos campagnes de sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement en ligne et j'ai envie de parler aussi de tout ce qu'on va faire autour de ce qui touche à l'éco-responsabilité. On a fait des campagnes très créatives pour des brocantes avec Violette Sauvage. Enfin, en fait, je pense que notre cible, elle est très à l'écoute de ce type de message. Et donc, nous, on cherche aussi à les sensibiliser et à utiliser Happen comme une plateforme de prévention, de communication, une caisse de résonance à impact. Et par ailleurs, le deuxième combat qu'on mène, c'est de toujours créer ce pont entre la rencontre dans la vraie vie et la rencontre en ligne. Ouais. Aujourd'hui, notre mode de vie, il est très hybride. C'est-à-dire qu'on a tous une vie digitale et on a tous aussi, on est tous dans la vie réelle. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est cet équilibre. Cet équilibre parce qu'il est sain et il faut pas effectivement, ce serait un peu curieux de pas être connecté aujourd'hui quand on est dans une cible comme la nôtre 20-40 et en même temps passer 100% de son temps sur le digital et oublier les richesses de la vraie vie et les opportunités qu'offre la vraie vie, ça aussi c'est dangereux. Donc je pense que nous on est là aussi pour créer ce pont, cet équilibre et rappeler toujours que finalement, les rencontres, qu'elles commencent dans la vraie vie ou qu'elles se terminent dans la vraie vie, même si on utilise la technologie pour accélérer l'expérience, ce qui est important, c'est finalement, dans la rencontre, c'est vraiment ce regard, ce sourire et ce moment de vraie vie qu'on va passer avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Donc voilà, Happen se situe vraiment à cette intersection et on veut créer ce pont entre la vraie vie. C'est pour ça qu'on fait des partenariats avec les 10K de Paris pour le marathon de Paris et qu'on va justement créer une dynamique autour de rencontres autour du sport parce que le sport, c'est aussi prendre soin de soi. C'est des valeurs qui sont très proches du dating, le sport. C'est prendre soin de soi, c'est la confiance en soi, c'est... partager quelque chose aussi. Partager, tout ça, c'est très en lien avec la rencontre. Quand on est quand on a envie de faire des rencontres, le fait d'avoir déjà confiance en soi, c'est déjà un premier pas et c'est important en fait. C'est d'ailleurs dans ces moments-là j'ai envie de dire que les choses se passent le mieux parce que finalement, quand on est bien dans ses bottes, finalement, c'est là qu'on arrive à faire les meilleures rencontres. Et quand on fait des rencontres pour des mauvaises raisons, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans des rencontres pérennes. Donc, la confiance en soi, le fait de tester des choses, d'expérimenter aussi, c'est important aussi d'essayer plusieurs types de rencontres et de grandir, en fait. C'est ça c'est tout ce qu'on apprend, la phase d'apprentissage sur nous-mêmes, sur ce qu'on recherche, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus aussi. Je pense qu'aussi, les apps de rencontre favorisent aussi ce cheminement pour définir précisément ce que l'on a envie dans la vie et avec qui on a envie de le partager, que ce soit des valeurs communes, que ce soit
un mode de vie, que ce soit des aspects physiques, un projet familial. Tout ça, on le prend en compte. Et nous, en tant qu'application de rencontre, ce n'est pas uniquement une technologie. On favorise ce processus-là d'apprentissage sur nous-mêmes pour à la fin. C'est pas juste mettre des gens en relation, ça va plus loin. Non, pas du tout. Non, je pense que ça, c'est notre expertise et on doit le faire et on doit très bien le faire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est justement favoriser cette phase d'apprentissage sur qui on est et ce qu'on veut dans la vie et permettre aux gens de trouver la bonne personne, in fine. Et je reviens juste sur la campagne avec Se Loger pour nos auditrices et auditeurs qui ne l'auraient pas suivi. L'idée, c'était, alors qui fait sourire aussi, c'était de savoir où il y avait le plus de célibataires. Dans Paris. Dans Paris et précisément, Lyon, c'est ça les 3 villes, c'est ça. Ouais. Et puis, en fait, on aime beaucoup utiliser... en fait, c'est un peu un laboratoire aussi, Happen. On a un certain nombre de data. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de jouer ce rôle un peu de laboratoire où on essaie d'identifier en fait les lieux où il y a le plus de crush. Donc, là où ça crush le plus, en ce moment, c'est à Annecy. C'est intéressant de le savoir aussi, ça. C'est étonnant. Pendant les JO aussi, on a pu constater que le Stade de France, le Stade à Marseille, le Vélodrome, ce sont des lieux où ça crush. Et donc, ça montre une chose pour nous. C'est que c'est dans les moments précisément de vie où les gens se rencontrent dans la vraie vie. Donc, que ce soit pour des événements sportifs, des concerts, des sorties. En fait, c'est dans la vraie vie que tout se passe. Nous, on est juste, en tant que technologie, on est juste un accélérateur de la vraie vie. On est là pour te montrer ce que tu as raté, ce que tu as manqué et te donner une seconde chance. Donc, finalement, quand on voit où se trouvent les crushs en France ou dans nos différentes villes dans le monde, c'est juste le reflet de ce qui se passe dans la vraie vie. C'est pour ça qu'on est finalement l'application qui est au plus proche du quotidien des célibataires, puisqu'en fait, finalement, ce qu'on fait, c'est révéler les richesses de ce qui se passe dans ce monde. Il y a quelques années, on ne connaissait pas le mot confinement. Enfin, en tout cas, il était dans notre dictionnaire, mais on ne s'était jamais arrêté à ce mot. Le Covid, derrière, il y a eu plus de télétravail. Le télétravail s'est démocratisé, donc potentiellement moins de mouvement des gens. Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose là-dessus? Comment vous vous êtes adapté? Oui, alors, comme je te le disais tout à l'heure, notre capacité, ça reste quand même notre agilité. Donc, on s'adapte assez vite aux situations et on se relève aussi très bien des crises qu'on peut traverser. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de cette équipe et de cette entreprise. Alors, parce que cette période justement du Covid pour les célibataires, c'était quand même c'était très compliqué et en même temps très étonnant puisque on aurait pu penser que le fait que les célibataires soient finalement confinés, donc finalement ne se rencontrent plus, ça aurait, on va dire, entraîné une baisse d'activité ou une phase compliquée. Et en fait, ça a créé totalement l'effet inverse. C'est-à-dire que, justement, par manque de lien social, les célibataires se sont reportés de plus en plus sur les applications de rencontres. Et j'imagine aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, nous, on a pu le constater et on a pu voir que, finalement, au-delà de la rencontre physique, il y a aussi derrière l'usage des applications de rencontres, ce besoin de créer un lien social. Même si tu ne fais pas de rencontres, le fait d'être connecté, de pouvoir interagir avec des gens, ça reste quand même un besoin humain essentiel. Et donc, c'est en ça qu'on a pu voir qu'au-delà de la rencontre physique, il y a aussi un aspect qui est important, c'est la séduction, la phase de séduction. Et la phase de séduction, elle se fait beaucoup en ligne aussi. Donc, d'où l'importance pour nous que ça se fasse de manière authentique et qu'on essaie justement que nos profils et que les utilisateurs qui utilisent Happen essaient de révéler le plus possible leur personnalité, que ce soit pas essentiellement basé que sur la photo. Donc, on a fait un gros travail sur l'authenticité des Happners. Et pour revenir à ta question, oui, ça aurait pu être un moment très difficile, mais en fait, on a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a eu
beaucoup de personnes qui se sont connectées sur les applications de rencontres pour créer du lien, pour rester en contact. Et c'est très bien parce que ça veut dire qu'on a un réseau, on avait une solution aussi pour lutter contre l'isolement. Donc c'est important aussi d'être là aussi auprès des célibataires quand on est dans des moments très difficiles. Et aussi, on a su s'adapter puisqu'on a aussi lancé la vidéo à ce moment-là pour pouvoir aussi e-dater. Donc, la possibilité aussi de parler avec son crush à travers la vidéo. Donc, en fait, c'est une industrie, le secteur du dating, qui est tout à fait capable de s'adapter aux besoins humains des célibataires. Et le e-dating, oui. C'est aussi une manière de garder les gens captifs dans l'app et pas qu'ils se fassent un FaceTime, un WhatsApp vidéo, etc., mais qu'ils puissent rester dans le cadre de l'app sans donner son numéro de téléphone, etc. Exactement. En fait, le fait de partager, d'échanger sur Appen, par exemple, ça préserve votre confidentialité. Il n'y a pas d'échange de numéro de téléphone. Donc, on est aussi très soucieux de la vie privée de nos utilisateurs. Donc, c'est aussi un espace de confiance, en fait. Appen. À la différence, oui, c'est vrai, des messageries de type WhatsApp et autres réseaux sociaux où là, on va très vite... tu rentres déjà dans l'intimité, entre guillemets, des gens. On va très vite rentrer dans l'intimité des gens et on peut très vite avoir accès à un certain nombre de données. Je pense que l'application de rencontre, elle offre quand même, pour des premiers échanges, un espace de confiance tout en respectant la vie privée de nos utilisateurs. Et ça, je pense que c'est important quand même aujourd'hui aussi de respecter ça. Vous avez lancé des fonctionnalités comme Ready to Date et Crush Points. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Et après, me dire s'il y a eu des comportements ou des attentes inattendues, parce que vous aviez peut-être pensé la fonctionnalité d'une certaine manière, et puis finalement, l'utilisateur se l'approprie et finalement, il y a des choses, ils disent « Ah ouais, tiens, ça nous permet de savoir ça. » Alors oui, pour parler de cette fonctionnalité, donc on l'a développée l'an passé. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était continuer à offrir une expérience locale en mettant le lieu au centre de la rencontre. C'est-à-dire que sur Appen, vous retrouvez toutes les personnes que vous avez croisées dans la vraie vie. Donc, en fait, on vous remet toutes ces personnes un peu devant votre écran et puis on vous redonne cette seconde chance. Ce qu'on voulait, c'est... En fait, quand on pose la question aux gens, mais vous êtes rencontrés comment, ou vous êtes rencontrés où, et systématiquement, la réponse, elle a un lien avec un lieu. Donc, même quand le lieu n'a pas vraiment d'importance, le lieu ressort toujours. C'est ce qui met aussi le cadre du film, en fait. Exactement. Et donc, nous, on pense vraiment que le lieu, c'est les lieux qu'on fréquente. Surtout quand on est dans un environnement c'est-à-dire local, c'est-à-dire qu'en fait on va souvent dans les mêmes bars, les mêmes restaurants, on va à sa salle de gym préférée, on fait les mêmes trajets tous les jours et donc nous on capitalise beaucoup sur l'expérience locale parce que finalement c'est ce qui vous correspond le plus, c'est ce qui est au plus proche de votre quotidien, de ce que vous aimez faire, là où vous aimez aller. Donc si vous allez dans tel bar parce qu'il y a votre cocktail préféré ou dans tel restaurant parce que vous aimez un des plats favoris de ce resto et vous aimez y aller avec vos amis ou tout simplement le parc où vous allez courir parce que finalement c'est là où vous allez le dimanche matin. Nous on aime être proche de la vie de nos utilisateurs justement pour que leur expérience soit révélée à ce moment-là en fait. Parce que c'est quand même important quand même pour nous d'offrir une proximité dans la rencontre. Tout simplement parce qu'on n'est pas du tout... on n'est pas convaincu qu'aujourd'hui, les célibataires ont envie de faire 200 km pour rencontrer quelqu'un. Je pense que en fait, les plus belles rencontres, ce sont celles qui sont au coin de la rue, qui sont spontanées et qui étaient inscrites dans votre destin. Donc nous, on va essayer d'offrir ce type d'expérience-là. Et donc, les lieux, c'est important. C'est pour ça qu'on a aussi créé cette fonctionnalité. C'est pour retrouver, en fait, tous vos lieux favoris. Donc, quand, justement, ça participe aussi à la singularité du profil. De pouvoir dire, mon lieu préféré, c'est tel bar, ou mon lieu préféré, c'est tel parc, parce que j'adore courir là-bas. Ça fait partie aussi de ta vie. Et donc, nous, on est là pour
pour révéler en fait ton quotidien, puisque finalement on rapproche les gens qui partagent le même quotidien. Donc c'est important qu'on le sache, ça fait partie aussi de ta personnalité, ça révèle des éléments de ta personnalité. Et donc ça vient un peu prolonger justement ce qu'on avait commencé à faire sur les croisements pour aller offrir une expérience locale, ce en quoi on croit. Et c'est pour ça qu'on a fait cette fonctionnalité. Et est-ce qu'il y a eu des choses inattendues ou des comportements où vous vous êtes dit « Ah tiens, c'est rigolo ». Non, après, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que déjà les parcs sont quand même les lieux, il y a quand même 13 millions de spots qui ont été ajoutés par nos utilisateurs dans l'application. Et donc, ça a aussi bien pris, en fait. Les célibataires ont joué le jeu et finalement, ça crée un icebreaker. Et finalement, si on partage le même lieu, c'est déjà un premier point en commun qu'on peut avoir déjà. Et ça facilite un peu aussi la conversation. C'est déjà un point commun, le début d'une histoire. Donc après, on va tirer le fil un peu plus tard. Non, ce qu'on a pu constater, c'est que les parcs, quand même, ça a du succès. Donc c'est intéressant. Au niveau, après, c'est les bars, les restaurants, forcément, parce que je pense qu'on est dans une cible aussi qui sort beaucoup, qui est dynamique, c'est notre cible. Qui a une vie sociale développée. Notre cible, elle est quand même très urbaine. Donc, c'est un peu logique de retrouver aussi tous ces lieux de vie qui sont... Je dirais que ce qui était plutôt étonnant, c'est la rapidité à laquelle les utilisateurs ont adopté cette fonctionnalité qui était le plus surprenant plutôt que les lieux en particulier. Et Ready to Date ? Et Ready to Date, alors pour le coup, c'était un autre... on essayait de résoudre un autre problème. En fait, Ready to Date, c'est une fonctionnalité qui permet de déclarer quand est-ce qu'on est prêt à faire une rencontre dans la messagerie. Et en fait, c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on crush avec quelqu'un, on va entamer une conversation dans l'application. Et c'est extrêmement difficile de savoir à quel moment l'autre est prêt à aller prendre un verre ou aller faire une balade ou aller au resto ou en tout cas se rencontrer et se voir en vrai. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve une manière de dédramatiser cette étape-là. Et donc, Ready to Date, c'est un peu Happen qui vient un peu en tiers de confiance, révéler le moment où toi, tu es prêt à dater parce que tu nous le déclares. Et en fait, si la déclaration est mutuelle, l'intention est réciproque, c'est là que nous, on va leur dire à tous les deux, vous êtes tous les deux prêts à dater. Allez-y. Et donc, en fait, il y a un tiers de confiance finalement. Donc, finalement, pour ceux qui n'osent pas proposer d'aller boire un verre, ça peut être souvent peut-être un peu délicat. Là, c'est la réassurance. Exactement, on vient un peu dédramatiser cette étape-là et on vient intervenir. Quand les deux sont prêts, on vous le dit. Et voilà, et ça rend la rencontre un peu plus décomplexée, plus détendue. Et voilà, donc on a essayé plutôt de régler un problème, surtout pour les femmes qui peuvent par moments être peut-être plus sollicitées. Et donc, qu'elles décident du moment où elle a envie de passer à l'étape suivante. Et donc, on a redonné le contrôle, en fait, quelque part un peu aux femmes à travers cette fonctionnalité-là. Tout à l'heure, tu disais, en ce moment, c'est à Annecy, quand on a plein de crushs. Il y a les parcs qui sont un endroit, donc vous avez pas mal de data. Et là-dessus, j'ai une question d'Olivia Hervy de Vivatech. Vous avez un message. Oui, bonjour. J'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à créer Happen. Et je pense notamment à la data. Est-ce qu'avec la data, faut-il craindre aujourd'hui une standardisation des rencontres, ou au contraire, est-ce que c'est la promesse d'un renouveau infini et créatif? Alors, sur la première partie de la question, on a déjà un petit peu répondu, mais c'était plus sur la partie data. C'est Olivier Hervy, je n'ai pas précisé, qui est Chief Ecosystem Officer, je crois que je n'écorche pas son rôle chez Vivatech, qui est partenaire aussi du format 40 nuances de Sista et de Next. Merci pour la question. Il y en avait plusieurs. Alors, sur la vision, en fait, nous, on veut devenir le leader des rencontres locales.
Donc ça, c'est notre vision à long terme. On est une entreprise française à dimension internationale. Et ce qu'on veut, c'est être présent dans la majorité des grandes villes dans le monde. C'est-à-dire que les rencontres locales dans le monde, ça paraît un peu, on va dire... antinomique parce que on a envie de dire il faut quand même une expérience hyper locale et en même temps le monde c'est grand. Mais la force de notre produit, c'est justement de pouvoir adresser atteindre notre vision justement en pouvant scaler partout dans le monde en fait, là où les urbains sont, là où les célibataires sont. Nous serons. Alors, je ne sais plus quelle était sa question, mais elle demandait voilà, quelle est la vision. La vision, c'est d'être le leader local. Et on est bien parti pour, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu, comme tu disais tout à l'heure, c'est un marché qui est très concurrentiel. C'est un marché où il y a des applications à la fois, on dit mainstream, c'est-à-dire généraliste, on va dire, mais aussi l'émergence aussi d'applications niches. Très communautaires et qui vont justement adresser des besoins très spécifiques. Et nous, on navigue au milieu de tout ça et on arrive à faire notre place parce qu'on a justement un positionnement qui est complètement différent de ce qui que proposent les autres applications. Et j'ai envie de dire, c'est très bien qu'il y ait aussi d'autres applications qui offrent des services différents, puisque le marché du dating, c'est un marché où toutes les applications coexistent ensemble, parce qu'il y en a assez pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et encore heureux qu'il y a différentes applications sur le marché. Et que... Puis certains sont sur plusieurs en même temps. Et il y en a qui sont... la plupart sont sur plusieurs en même temps. Ouais. Et c'est ce qui fait Parce aussi... que c'est complémentaire aussi. Bien sûr, on ne va pas rechercher la même chose au même moment de vie de sa vie. On traverse des étapes différentes. Il y a des moments où j'aurais plus envie d'être sur une application communautaire. Il y a d'autres moments où je vais avoir plutôt envie de... Je vais être fatiguée et puis j'ai envie d'Appen parce que j'ai envie de faire des rencontres de proximité locales. C'est OK pour nous, en fait, d'avoir cette richesse-là. Et puis, il y a tellement de générations différentes, de besoins différents et de pays différents que je vais vous dire, il y a de la place pour tout le monde. Ceci dit, nous, on arrive quand même à avoir un positionnement qui est très différenciant et qui nous permet d'être dans la catégorie des leaders. Excuse-moi, je me rappelle plus de la question. Et la fin de la question, c'était est-ce qu'avec la data, on va dans une standardisation des relations ou au contraire, ça peut recréer un renouveau infini et créatif des relations amoureuses? Alors, en fait, je pense que c'est vrai que la data, elle est présente. Nous, on l'utilise de différentes manières. Justement, un peu comme un laboratoire. On va aussi utiliser la data pour identifier des comportements, des usages, pour améliorer nos services, par exemple. Ce que je pense important, en tout cas, nous, c'est notre leitmotiv, c'est que nous, on est, même s'il y a de la data, nous, en fait, finalement, on ne fait que refléter ce qui se passe dans votre vie. En fait, tout dépend de vous et de la manière dont vous vous comportez. C'est-à-dire que si vous restez chez vous, assis sur votre canapé, c'est vrai que vous n'allez pas faire beaucoup de rencontres parce que nous, on juste va les plutôt, voisins. Oui, voilà. Donc, en fait, tout dépend de vous. Et donc, c'est là où je trouve que c'est un peu le contre-pied au côté un peu algorithmique, data-centrique des applications de rencontres. Chez Appen, si vous ne sortez pas de chez vous, il ne faut pas se plaindre que vous ne fassiez pas de rencontres. Par contre, si vous sortez, et d'ailleurs, nous, on vous incite à vivre votre vie, on vous demande pas de rester derrière l'application toute la journée parce que vous n'avez pas besoin de rester toute la journée sur votre application parce que nous, on fait le job, on fait le boulot pour vous. Donc, nous, on incite plutôt nos utilisateurs à sortir du canapé, des séries Netflix, à sortir, à profiter de ce qui se passe autour de vous, de votre vie locale. Et nous, après, on fait le job. On va vous proposer toutes les personnes que vous avez croisées dans votre journée et on vous mettra en relation avec les personnes les plus pertinentes. Et c'est là où je voulais en venir sur la vision. C'est que ce qu'on est en train de travailler là en ce moment, et ça rejoint un peu l'émergence des applications de niche, c'est qu'on voit aussi que nos utilisateurs aiment bien être dans on va dire dans cet environnement, dans cette situation où ils ont des points communs avec les autres. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a de plus en plus d'applications niches et communautaires.
La force d'Appen, c'est qu'on va pouvoir trouver ces communautés dans l'application. C'est-à-dire qu'on est en train de développer une manière de te mettre en relation en fonction des points communs que tu peux avoir avec quelqu'un. Ok. Donc ça, c'est... Alors, les points communs, ça peut être un lieu, ça peut être un bar, un resto, ça peut être tes passions, un sport. Et c'est donc toujours... Ton quotidien. En fait, c'est ton quotidien. Ouais. Et donc, on va aussi créer... Mais c'est donc toujours basé finalement sur les endroits aussi que tu fréquentes. Parce que oui, complètement. Complètement. Si t'adores la peinture, tu vas plutôt aller au musée. Exactement. Et donc, c'est-à-dire le foot. Exactement. Et donc, on va quand même créer ces communautés dans l'application. Donc, ça sera en 2025. Voilà, je t'annonce. Annonce, spoiler. Voilà. Je t'annonce qu'il y a une grosse évolution qui arrive en 2025. Justement, on parlait d'être proche de ces utilisateurs, mais c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que on identifie que les utilisateurs ont envie d'être plus dans un environnement plus proche de leur quotidien, de leurs habitudes, des valeurs, donc en commun avec d'autres. Et nous, on va créer ça dans l'application. Et donc la data, c'est vraiment pas pour standardiser les relations amoureuses, mais au contraire, par rapport à la question d'Olivia, c'est vraiment de recréer des nouveautés infinies pour justement multiplier les chances de rencontre, que ce soit à travers les passions, les lieux que tu fréquentes. Oui, nous, on va utiliser la data justement pour te montrer les personnes qui sont les plus pertinentes pour toi. Et donc, en fait, la data, tu peux l'utiliser de la bonne manière comme de la mauvaise manière. Nous, on va l'utiliser pour se rapprocher le plus possible de notre mission. Et donc, se rapprocher le plus possible de notre mission, pour nous, c'est de faire en sorte que tu rencontres les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, pour nous, c'est les personnes qui ont des points communs avec toi, qui ont peut-être des passions en commun avec toi, peut-être qui partagent les mêmes lieux que toi. Et donc, la data, elle nous aide aussi à favoriser une expérience plus profonde, plus authentique, plus singulière. Et c'est en ça que je pense que, oui, il peut y avoir des applications qui vont utiliser la data d'une manière différente, de manière très algorithmique, on va dire. Nous, on va plutôt l'utiliser de cette façon-là, c'est-à-dire pour favoriser des rencontres qui te correspondent le plus, plutôt que un volume de catalogue. Alors, il y a la data et il y a un autre terme qui revient tout le temps, c'est celui de l'IA. Et t'as à nouveau une question surprise. Vous avez un message. Oui, bonjour Karima. Une petite question d'actualité. Peux-tu nous dire aujourd'hui comment tu utilises l'IA dans Appen et plus généralement comment l'IA va modifier les sites de rencontres demain? Merci. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est? C'est Mathieu, c'est mon investisseur. Exactement, Mathieu Barret. Oui, c'est partenaire de chez Euraseo, qui est mon board member aussi, et investisseur chez Appen. Alors, sur cette question de l'IA alors, sur l'IA, sujet vaste. Vous avez 4 heures. Ah ouais. Sujet très vaste. Alors, sur l'IA, faut savoir que, en fait, des fois, je me pose encore la question aujourd'hui si l'IA, c'est une évolution ou c'est une révolution. Jusqu'à présent, pour nous, c'était une évolution. Parce que l'IA, nous, on l'utilise depuis très longtemps dans les applications de rencontres. On s'en sert pour optimiser l'expérience, on s'en sert pour étudier l'efficacité d'une fonctionnalité ou pas. On s'en sert pour identifier des comportements aussi, des mauvais comportements ou des faux profils, par exemple, où on va identifier des faux profils, soit par l'analyse des profils. On va l'utiliser donc pour la safety, on va l'utiliser pour améliorer l'expérience. Et donc, en fait, elle est déjà là. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une révolution? Et c'est là où nous, on pense que l'IA peut avoir un intérêt si elle est utilisée pour aider l'utilisateur. Parce qu'il y a différentes manières d'utiliser l'IA, mais on ne va pas utiliser l'IA pour dire qu'on a utilisé l'IA. De la même manière que quand il y a eu le sujet autour du métavers, c'était un sujet qui faisait couler beaucoup d'encre.
Pour autant, le monde virtuel n'est pas c'est pas un monde qui nous intéresse. Nous, on est très ancrés dans la vraie vie. Donc, on n'y est pas allé pour y aller. Voilà. Ouais. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas faire de l'IA juste un sujet de mode, un effet de mode. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est si on utilise l'IA, il faut qu'on le fasse parce que ça va aider l'utilisateur. Et aussi parce que ça va nous rapprocher de plus en plus de notre mission. C'est-à-dire qu'il faut que ça permette aux gens soit d'accélérer leur expérience, de faciliter leur quotidien dans l'usage de l'application. Et donc, on croit beaucoup, et je crois beaucoup dans l'IA coaching, c'est-à-dire l'IA pour t'aider dans ton expérience de rencontre, en fait, pour lever les pain points, les points douloureux. Donc, l'IA coaching, ça peut être comment je peux utiliser mon utilisateur à créer son profil plus rapidement, plus facilement. Comment je peux le mettre en valeur, d'ailleurs, un peu plus que ce que lui a proposé. Comment je peux mettre un peu plus en valeur l'utilisateur avec toutes les informations qu'il a fournies, parce que tout le monde n'est pas Instagrammeur et ne sait pas se mettre en valeur. Et nous, on est là pour les aider aussi à se mettre en valeur et à révéler leur authenticité, leur singularité, leur personnalité. Donc, comment on peut utiliser l'IA pour ce type de démarche? On a aussi un autre pain point, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'organiser un date avec quelqu'un que tu connais pas. Il faut trouver le lieu, quand, comment. Donc, c'est une phase encore qui est encore pas explorée assez et suffisamment par les applications de rencontre. Et donc, nous, on essaie d'apporter des solutions à ce type de problèmes qui concernent la vie des célibataires. Donc, pour moi, l'IA doit être utilisée, en tout cas dans les applications de rencontre et avec la vision, notre vision et notre positionnement, pour aider les utilisateurs. D'où le terme IA coaching. C'est hyper important d'insister là-dessus parce que je pense que c'est la meilleure manière d'utiliser l'IA pour nos utilisateurs. Et t'imagines une app demain full IA de rencontre? Je pense qu'il y en a qui vont émerger. Et après, il y aura le public qui sera tout à fait à même d'aimer ce type d'expérience. Parce que il y aura des célibataires qui ont envie de passer par là et ça permettra de couvrir un besoin et c'est OK. Après, nous, chez Appen, on a envie plutôt de l'utiliser avec éthique, de manière responsable et surtout que ça serve la mission. Enfin, utiliser l'IA si ça les rapproche pas de la vraie vie et d'une vraie rencontre, c'est pas dans nos valeurs, c'est pas dans l'ADN de l'entreprise, donc on va pas le faire de cette manière-là. Donc moi, je crois beaucoup dans l'IA si elle a une utilité et si elle est utilisée de manière éthique et responsable. Et c'est une technologie comme une autre, j'ai envie de dire, jusqu'à présent. C'est un outil. Voilà, c'est un enabler et si ça favorise l'expérience et ça améliore le quotidien des célibataires, c'est que c'est une bonne chose. Si par contre on utilise l'IA pour utiliser l'IA, pour moi ça n'a pas de sens. Ou alors c'est pour d'autres secteurs, mais pas celui du dating. Récemment, il y avait une pub dans le métro. Alors, c'était pas une app de dating, c'était une app pour trouver un job. Et leur message dans le métro, c'était de dire « Je suis trop content parce que on a désinstallé l'app en 3 jours, en 5 jours, etc. » Sympa. Donc, ça prenait un peu le contre-pied, mais il y a quand même un sujet de garder, entre guillemets, les gens captifs sur l'app, en tout cas, qui la désinstallent pas. Alors, s'ils la désinstallent, c'est cool parce que ça a marché et vous leur avez fait rencontrer la personne qu'il fallait. Mais après, comment on gère justement ce vivier de personnes? Est-ce que vous avez développé ou est-ce que vous avez pensé à des choses pour, même une fois qu'on a trouvé la personne, on peut toujours avoir une utilité à aller sur Appen? Cette phrase est bizarre. En fait, oui, non, mais j'ai compris. En fait, tu veux savoir, est-ce qu'on a comment on rend captif finalement, d'une certaine manière. Est-ce que c'est toujours un enjeu? Oui, alors, je vais dire quelque chose de très bizarre, mais c'est tellement vrai. C'est le moment bizarre. C'est tellement vrai. En fait, on ne fait rien pour garder nos utilisateurs absolument dans l'application, en essayant par des stratagèmes particuliers, de les garder plus longtemps. Pour une simple raison, c'est que nous,
si l'expérience est bonne, ils reviendront tout seuls. On a beaucoup d'utilisateurs qui reviennent par eux-mêmes. On a un gros vivier d'utilisateurs qui reviennent par eux-mêmes parce que c'est normal de faire une rencontre, de supprimer l'application. Ça marche pas. Voilà, Et de s'y remettre. et de revenir plus tard. C'est normal de rester une semaine ou deux, de tester une ou deux rencontres, de supprimer l'app et de revenir dans 6 mois parce qu'en fait, finalement, tu as partagé un moment de vie avec quelqu'un. En fait, ils reviennent tout seuls, les utilisateurs, quand ils ont eu une belle expérience et qu'ils ont besoin d'une nouvelle application. Donc, nous, notre combat, c'est plutôt de faire en sorte que ça marche, qu'on leur présente les bonnes personnes et qu'ils aient une belle expérience de rencontre. Ce qui est important pour nous, c'est que notre marque inspire la confiance, que sur Appen, on protège leurs données, on est conscient de ce qu'on fait avec les données, c'est-à-dire qu'on est très transparent avec nos utilisateurs. Et on a envie qu'ils reviennent aussi parce que la marque leur inspire quelque chose de sécurisant et de dynamique qui leur correspond. C'est-à-dire qu'on va au-delà de juste l'application en tant que telle. Appen, c'est une marque qui dit beaucoup de choses. C'est une marque qui incite à bouger, c'est une marque qui incite à avoir une vie dans la vraie vie, c'est une marque qui veut avoir de l'impact dans la vie des gens. Donc nous, on a plutôt envie que nos utilisateurs reviennent parce qu'en fait, ils nous ont choisis et pas parce qu'on essaie d'utiliser tous les stratagèmes pour qu'ils restent le plus longtemps possible. Ouais. Donc c'est comme ça que vous l'envisagez. Oui. Là, tu parlais. Et puis en plus, en vrai, un jour ils vont télécharger une app différente parce qu'ils ont un besoin différent. Et puis ils reviendront parce que finalement ils ont envie d'avoir une expérience plus locale, plus qualitative, plus en phase avec leurs valeurs, leurs besoins du moment. Et c'est comme ça que nous on aura bien fait notre travail. En tout cas, depuis le début de cette émission, on voit l'importance du travail sur la marque. D'ailleurs, vous avez refondu la marque il y a très longtemps, l'identité, etc. On sent que c'est aussi un sujet qui tient à cœur que de défendre cette marque. Le fait que ce soit une marque française, est-ce qu'elle a un petit supplément d'âme différente? Est-ce qu'on le ressent et à la fois dans la culture de boîte, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur? Et est-ce que c'est un argument que vous utilisez à l'international? Je pense qu'Appen fait partie de ces entreprises françaises qui rayonnent à l'international. Vraiment, moi je le vois quand je voyage à l'étranger, il y a un écho d'Appen à l'international qui est incroyable. Et j'ai même envie de dire la force de notre marque, c'est que, par exemple, quand je vais aux États-Unis, les gens pensent que c'est une marque américaine. Et pareil dans les autres pays. Donc, en fait, notre force, c'est justement d'être très ancré localement au point, à tel point qu'en fait, on fait partie des marques locales. Et donc, ça, c'est super parce que du coup, ça veut dire qu'on est très proche. Il y a une confiance aussi. Et ça répond aussi à votre promesse d'être en local. Exactement. Donc vous ne tirez pas le fil du cocorico. En fait, on le tire, on en est fiers. Ouais. Je pense qu'on est connu à l'international aussi pour être. En fait, Appen, c'est la moderne romance. Hein. La deuxième chance qu'on t'offre dans ta vie. Donc, c'est un peu la romance à la française quand même. Ouais. Et je pense que oui, c'est très ancré dans la marque et dans la perception de la marque, surtout à l'international. Et tout ce qu'on fait autour du local, c'est la traduction aussi de ce qu'est la France, c'est-à-dire un savoir-faire français qui s'exporte à l'international. On a des talents en France sur beaucoup de sujets. On parlait de l'IA, on parlait de créativité. Donc il y a quand même un savoir-faire en France qu'il faut faire savoir à l'international. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et Appen, dans 10 ans, tu le vois comment? Comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'Appen doit être en fait le compagnon en fait des célibataires. Il doit être dans la poche. C'est le petit truc en plus qui va aider les gens en fait à sortir, à faire des rencontres, à profiter de la vie.
Et puis, nous, on est là pour révéler les opportunités manquées et faciliter la vie des célibataires qui sont hyper connectés, urbains, pressés. Voilà, nous, c'est un moment d'arrêt et je pense que c'est ce qu'on a envie d'être, en fait. C'est d'être dans la poche de chaque célibataire, dans les grandes villes dans le monde, en offrant cette expérience qui soit juste le reflet de la vraie vie. Les relations humaines, c'est important. Il faut que les générations futures gardent ça. On voit que les jeunes d'aujourd'hui sont hyper connectés et je pense que ce sera un succès si on a fait en sorte de garder cet équilibre, ce monde hybride dans lequel on vit et avec un bon équilibre qui soit sain, en fait, pour la santé mentale des célibataires, en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Le contrat. Avec Usain. Alors, dans une vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise, il y a plein de contrats qu'on signe pour plein de raisons différentes. Est-ce que tu pourrais nous partager une signature qui a changé ta vie ? Alors, une signature qui a changé ma vie. Je dirais que c'est le jour où j'ai signé mon PV d'AG, d'Assemblée Générale, qui m'a nommée en tant que CEO. Parce que je pense que depuis, depuis, je me suis jamais autant sentie à ma place. Ah, c'est fort. Ouais. Sachant que tu ne te projetais pas pas du tout dans ce job. Non, pas du tout, parce que d'abord, moi, avant de devenir CEO, moi, j'adorais être second, en fait. Je suis plus intéressée par le terrain. En fait, j'aimais pas trop être dans la lumière, en fait. Mais par contre, je suis passionnée, donc j'adore ce que je fais. Donc quand je le fais à fond. Et c'est ce qui m'épanouit. Donc quand je suis devenue CEO, je ne savais pas que c'était là où était ma place. Et maintenant, je le sais. Et voilà, je vis des moments épanouissants, même s'ils sont difficiles. Par moments, c'est normal, en tant que CEO, on n'a pas le quotidien facile. Et on a des grosses responsabilités. Mais par contre, c'est extrêmement épanouissant. Et ouais, je peux le dire vraiment, j'ai jamais autant été à ma place que depuis que je suis CEO d'Appen. Donc une belle signature. Ah, une signature... dont tu te souviens encore dont je me souviendrai toute ta vie. Toute ma vie. Et d'ailleurs, si on prend 2 minutes, mais c'est vrai que tu n'étais pas arrivée chez Appen pour prendre ce poste, comme tu viens de le dire. Tu étais arrivée, je crois, au niveau des... Directrice juridique. Directrice juridique. Ouais, tu parles de contrats, tu vois, des contrats... T'en as signé, j'en ai négocié des contrats dans ma vie. Directrice juridique, après tu as été secrétaire générale. C'est ça. Et puis, les événements d'une boîte, c'est pas un long fleuve tranquille. Ouais. Tu es devenue CEO de la boîte. Quand tu as annoncé à tes proches que tu devenais CEO d'une boîte de dating, il s'est passé quoi ? Alors, attends, là, tu me renvoies loin. J'aime bien faire ça. J'ai envie de dire, c'était génial, une super opportunité. Je pense que j'ai eu 2 réactions. Une super opportunité et en même temps, et un peu évident, le mériter, parce que c'est vrai que je suis très impliquée dans la vie de cette entreprise. Je suis pas la seule. Toutes mes équipes sont très impliquées. On aime cette marque, on aime cette entreprise, on aime la voir grandir. Et donc, je pense que toutes les personnes qui travaillent chez Appen, c'est des personnes qui sont passionnées par leur métier, qui sont très engagées. Et je pense qu'on véhicule un peu les mêmes valeurs dans l'entreprise. Et donc, à la fois mérité, en fait, et à la fois une chance, une opportunité. Mais d'ailleurs, je pense que dans la vie, il y a des opportunités, il faut apprendre à les saisir. Et c'est comme dans la rencontre. C'est ce que j'allais te dire. J'allais faire le parallèle. Il faut saisir les opportunités et c'est pareil dans la vie professionnelle.
Il faut, pour moi, il faut toujours. Moi, je suis jamais restée à ma place. C'est ça aussi qui a fait mon parcours. Hein. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les plateformes en ligne. J'ai commencé chez MSN Messenger à l'origine, chez Microsoft. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, c'est ça. Donc, c'était messagerie instantanée qui devait révolutionner. À l'époque, tu sais, le combat, c'était de faire sortir les jeunes des écrans de télévision. C'était ça le combat le combat qu'on menait chez MSN Messenger. Et donc, grâce à la messagerie, on voulait c'est rigolo décrocher. De le revoir 20 ans après sous ce on voulait décrocher les jeunes de la télévision en leur offrant des possibilités de communiquer de manière instantanée, différemment et de manière innovante. Maintenant, tu as vu, on a d'autres combats. Maintenant, on veut sortir les gens de des écrans de téléphone et des écrans tout court. Comme quoi, chaque étape a son combat. Ensuite, j'ai rejoint Dailymotion. Ça aussi, c'était une expérience quand même assez exceptionnelle, parce que c'était quand même la période où les plateformes de partage de vidéos ont complètement disrupté la manière dont on partageait les informations. Et donc, ce qui était intéressant, c'était dingue, en fait, cette expérience. Parce qu'en fait, il y avait quand même une nouvelle manière de partager du contenu, ce qu'on appelait la période du user-generated content. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de cadre juridique qui permettait à ce type de boîte, Dailymotion, YouTube, d'émerger et de pouvoir pérenniser cette activité. Donc, il y avait un gros travail réglementaire à faire. Il y avait un gros travail juridique à faire aussi pour faire en sorte que la réglementation favorise l'innovation, continue de favoriser l'innovation. Et d'ailleurs, c'est un sujet aujourd'hui qui revient sur la table, puisqu'il faut encore que les règlements européens sur l'IA, le DSA, le DMA, tout ça, c'est des réglementations qui sont quand même importantes pour les plateformes en ligne. Il faut qu'on veille toujours à ce que la réglementation n'étouffe pas l'innovation. Et je pense que la force de la réglementation d'il y a 15 ans à l'époque, c'était justement de permettre l'innovation. C'est grâce à la réglementation européenne et la manière dont ça a été construit qu'on a pu voir des plateformes émerger en permettant aux gens de partager du contenu. C'est de là que les Facebook, Instagram et toutes les plateformes UGC aujourd'hui existent grâce à ce cadre juridique et réglementaire. Et donc, le challenge aujourd'hui, c'est comment l'IA va être justement encadrée et comment on va pouvoir utiliser cette technologie dans un cadre... À la fois innover sans brider. Voilà, innover sans brider. Donc, c'est tout en étant responsable. Je pense que c'est le vrai challenge du moment. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'on est parti sur... tu n'étais pas prédestinée à être la CEO de Appen. On était là. Oui, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Bref, donc après, j'ai rejoint Solocal. Oui, alors là, c'était vraiment une étape plus de transformation. Parce qu'on est quand même on était dans un contexte où il fallait transformer l'ensemble des produits qu'il y avait dans le groupe en produits digitaux. Et donc, on a accompagné toute cette transformation. Là aussi, c'était hyper intéressant. Et donc, pour moi, Appen, aujourd'hui, c'est l'intersection de ces trois expériences. C'est le local de Solocal. C'est la manière innovante de faire interagir les gens et de les mettre en relation. Et dans un cadre réglementaire qui favorise tout ça et qui favorise l'innovation. Donc en fait, Appen, c'est pour moi... Tout en étant la chef d'orchestre, cette fois-ci. Ah oui, je suis chef d'orchestre aussi, mais ça, on pourra en parler d'ailleurs, mais ça, c'est un peu plus personnel, puisqu'en fait, j'étais violoniste et... Ah, attends, ne dévoile pas tout, on va le dire après. Excuse-moi. Et donc, tout en étant chef d'orchestre, et donc c'est en ça que je dis j'ai jamais autant été à ma place, parce que je suis vraiment à l'intersection de tout ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'est-à-dire développer le local avec des services innovants au service de l'humain. Et ça, c'est très épanouissant. Alors peut-être une place où on ne t'attend pas non plus, celle-ci. Oui. Parce que c'est notre projet. On peut encore l'utiliser. Bientôt, il faudra peut-être qu'on change ce jingle. Mais en tout cas, si demain, Karima, tu prenais la plus haute fonction de l'État, quelles seraient là ou les premières mesures que tu prendrais et pourquoi ? Ah oui, d'accord. Ok. Faut pas me poser cette question en ce moment-là. Si,
tu peux te lancer. Oula. Bah déjà, moi, je me sens... Déjà, récemment, Ouais. peut-être que ça va enclencher la Oui. discussion, mais alors, nous tournons, je précise pour nos auditeurs, parce que comme ça change très vite, nous tournons le 19 décembre. Il y a 3 mois, tu as publié un texte où tu interpellais notre, du coup, ancien Premier ministre Michel Barnier sur notamment le fait de ne pas laisser les acteurs de la French Tech sur le bas-côté. Aujourd'hui, ce n'est plus lui le Premier ministre. Nous sommes toujours en attente d'un gouvernement. Je pense qu'au moment où on diffusera, on devrait avoir un gouvernement. En tout cas, je l'espère. Donc, tu es quand même très engagée aussi sur un certain nombre de sujets. Oui. Bien sûr, ça me préoccupe et ça m'intéresse beaucoup. Parce que je pense qu'en fait, c'est déterminant aussi pour nous, entreprises françaises, européennes. C'est important aussi de savoir quelles vont être les orientations en fait, qui vont être prises. Et donc, beaucoup d'entreprises dépendent aussi de la ligne de conduite du gouvernement et des orientations qui vont être prises. Donc, oui, ça me concerne personnellement et aussi professionnellement. Donc, bien sûr, je suis ça de très près. Donc, tu vas peut-être lancer un nouvel appel au nouveau Premier ministre. Non, mais j'ai pas vraiment réfléchi. J'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais moi, il y a 2 sujets évidemment qui m'intéressent beaucoup. C'est le numérique, forcément. Les entreprises tech d'aujourd'hui et de demain sont des leviers de croissance pour le pays. Et donc, j'espère et je fais un appel sur ce sujet-là pour que l'innovation reste quand même une préoccupation du gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup de pépites en France et même au niveau européen, parce que je pense qu'on est plus fort quand on pense européen. Il faut absolument que le cadre dans lequel on s'inscrit soit vraiment un cadre qui favorise l'innovation, la créativité et qu'on continue d'accompagner les pépites françaises. Pour toi, il y a une décorrélation aujourd'hui entre cet écosystème qui, en 10 ans, c'est quand même beaucoup structuré, avec l'aide notamment de la BPI et d'autres, mais un écosystème qui s'est très structuré, et les politiques. Oui, je pense que c'est complètement déconnecté. Là, on est complètement déconnecté, parce que je pense qu'on a d'autres priorités, peut-être, d'autres sujets. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas encore compris que les boîtes tech françaises et les entreprises de demain, c'est une solution aux problématiques qu'on a aujourd'hui en France. Et en fait, on décorrèle les deux alors que c'est extrêmement lié, en fait. C'est totalement lié. Donc, non, mais moi, j'ai juste envie de dire, arrêtez de parler de gravité. On passe notre temps, en fait, à parler de gravité de la situation. OK, la situation, elle est grave. OK, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est pareil que pour nos entreprises. En fait, quand une entreprise, elle est dans la difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à un plan d'action pour relever la tête. Voilà. Et donc, j'ai envie de dire au gouvernement, prenez exemple sur vos entreprises françaises qui sont justement dans ce type de situation et qui doivent en permanence se réinventer, challenger. Oui, par moments, les moments difficiles, il faut serrer la ceinture, il faut savoir travailler ensemble. Et là, les messages qui sont envoyés, c'est des signes de gravité, il n'y a pas de plan d'action, des gens qui ne savent pas travailler ensemble. Mais en fait, c'est exactement comme dans nos entreprises. On doit travailler ensemble. On ne peut pas y arriver si on ne travaille pas ensemble. Quand il y a une situation grave, OK, on a compris, c'est pas la peine de le répéter à tous les discours, et plutôt c'est quoi le plan d'action à long terme, à court terme, qui fait quoi, comment, pourquoi, quelles sont les priorités, donc par rapport à la situation. Et donc, c'est un état d'esprit, en fait, qu'il faut un peu changer, quoi. C'est OK, on a tous compris qu'il fallait faire attention et que la situation était grave. Maintenant, c'est comment on y va. Et qui y va et comment on travaille ensemble pour y arriver. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai du mal à m'apesanter sur les choses qui vont pas. Non, je les traite, en fait, les choses qui vont pas. Mais tu les répètes pas. Voilà, et à un moment donné, il faut savoir aussi embarquer son pays avec soi et avec un plan d'action, une vision, comme une entreprise, en fait, tout simplement. Bon, s'inspirer des entreprises. Voilà. Allez, relax.
que c'est vous. Et maintenant, on parle de vous ? À quoi elle rêvait, la petite Karima, quand elle était petite ? Moi, je rêvais pas beaucoup. Franchement, j'avais pas de rêve. Tu disais, bah tiens, plus grande, j'aimerais faire ça. Non. Et qu'est-ce qu'il y a... Je suis trop terre à terre. Je suis un taureau, moi, donc je suis trop terre à terre. Je rêvais pas de quelque chose en particulier. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir d'aller dans le droit au début ? Des études de droit. En fait, j'ai commencé plutôt par faire de la gestion d'entreprise, moi, à l'origine. J'ai fait de la gestion d'entreprise et dans le cadre de mes études, en fait, il y avait une matière, c'était le droit. Et en fait, je me suis prise de passion pour le droit. Et en fait, je prenais toute la place. C'était insupportable. J'adorais cette matière. Mes collègues, ils détestaient cette matière. Et moi, j'adorais. Je pense que je faisais le cours à moi toute seule avec la prof et tout. Et en fait, je me suis prise de passion. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Donc voilà. C'est vraiment une rencontre avec une matière. Complètement. J'ai complètement crushé à ce moment-là. Et après, j'ai continué. Je devais faire du pénal. Je me suis dirigée vers du pénal parce que j'ai fait criminologie, droit pénal. Et puis finalement, après avoir eu une ou deux expériences en cabinet d'avocat, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire exactement comme spécialité. Je trouvais que c'était très dur quand même, le pénal, le criminel quand même. Faut avoir les reins solides et j'avais pas envie de passer toute ma vie à gérer ça. Et à côté de ça, je me suis beaucoup intéressée à l'époque à la propriété intellectuelle, au droit d'auteur, parce qu'en fait, on est quand même une famille de musiciens, de violonistes, moi et mes sœurs. Et donc, j'étais plus proche de la musique, du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle. Et donc, c'est un peu lié avec la tech aussi. C'est des formations qui vont ensemble. Donc, je me suis plutôt orientée là-dedans. Et après, j'ai accroché sur la tech. Et depuis... tu ne l'as plus quitté. Voilà, depuis, mon parcours, il est... Et la musique, c'est une place centrale dans ta vie ? Ah oui, ça l'a beaucoup été, on va dire. Ça l'a beaucoup été. J'ai grandi là-dedans, en fait. J'ai mon papa qui était violoniste, professionnel, et qui était dans des orchestres. Et donc, on est toutes passées par le solfège. Moi, je passais pas mes samedis après-midi à aller jouer. J'allais au solfège. Ça va, t'en gardes des bons souvenirs du solfège ? Oui, des bons. Et après, c'est vrai que quand t'es enfant... Parce que moi, j'en garde des souvenirs horribles. Voilà, quand t'es enfant, t'as plus envie d'aller jouer avec tes copines et tes copains qu'aller au solfège. Mais c'est vrai que... Mais c'est un apprentissage aussi. Ah oui, complètement, oui. Ah oui, c'est une rigueur, que je garderai toujours. Et vous avez fait le choix de jouer le même instrument que votre papa ? Oui, en fait, je sais pas, ça s'est fait. J'ai pas choisi, je pense qu'il nous a tout inscrites au conservatoire très très tôt, à l'âge de 5-6 ans. On a toutes fait du violon. Et c'est dur le conservatoire dès cet âge-là. Ah oui, c'est très dur. Strict quand même. Oui. On n'est pas dans la méthode Montessori là. Non. Non, en même temps, moi j'avais un prof de violon, je l'adorais. Mais je l'adorais tellement que quand il est parti à la retraite, j'ai jamais réussi à reprendre le violon avec un autre prof. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai grandi aussi avec ce prof. Et aujourd'hui, tu joues toujours ? Donc non. Et maintenant, je suis chef d'orchestre d'une entreprise. C'est suffisant, non ? Ça me prend déjà pas mal de temps. Et dans la génération d'après, si tu as des nièces, neveux, enfants, ils jouent ? Moi, mes enfants, déjà, je les incite à jouer. Je les ai inscrits au conservatoire. Comme quoi, il y a une petite reproduction quand même. Un petit peu. Non, mais parce que franchement, la musique, ça apporte beaucoup de choses. C'est vraiment... je pense que c'est important d'avoir quelque chose à côté. Donc, si ils peuvent avoir la même passion, parce que moi, ça m'a beaucoup apporté. Et ils font quoi ? Guitare. Le violon, c'est... Ah oui, mais après, moi, j'ai des garçons, donc c'est un peu... Peut-être, je sais pas si ça joue ou pas, mais bon, après, je les laisse choisir quand même ce qu'ils veulent faire. Mais j'aimerais bien, qu'ils vivent un petit peu ce que ça m'a apporté, moi et mes sœurs. Et ta maman, dans tout ça ? Alors, ma maman, elle, rien à voir avec l'univers créatif et de la musique. Alors, je pense je tiens plutôt sa force de travail, sa résilience. Je pense que c'est elle
qui m'a transmis ça. C'est un peu un rock, la maman. C'est très matriarcal, nous, dans notre famille. Donc, je tiens ça d'elle. En plus, vous étiez que des filles. Et on n'était que des filles, oui. Quand je pense à mon père, là, je me dis que ça ne devait pas être facile. C'est bien aussi d'être que des filles. Alors, j'ai une petite question surprise pour toi. Vous avez un message. Coucou Karima. Écoute, on sait tous que tu mènes une vie à 200 à l'heure entre ta vie à la maison avec les enfants, tes responsabilités professionnelles, tes meetings, tes déplacements, tes conseils d'administration et tes autres conférences. Et du coup, on voudrait savoir quel est ton petit jardin secret pour te ressourcer et recharger tes batteries. Voilà, on t'embrasse. J'en lance une deuxième. Et après, tu me diras qui c'est. Ok. Bonjour à tous, je suis Laure Cohen, cofondatrice et directeur général de Certidine. Je suis curieuse de savoir comment Karima gère le quotidien en tant que femme CEO à la tête de cette belle entreprise française qui plus est présente dans le monde. Quels sont selon elle les facteurs clés de succès? Alors la première question, c'était... C'était mon mari. C'était ton mari. Et la deuxième, Laure, elle s'est présentée, donc Laure Cohen, oui. L'associée de Johan. Laure, ouais. Voilà. Brillante femme aussi. Alors, non, mais la question, j'aime pas ce genre de questions. Alors, comment je fais pour me ressourcer? Alors, moi, je pense que j'ai une capacité de travail très importante. Je peux faire beaucoup de choses en même temps et j'ai une capacité à switcher très facilement. Et donc, je peux tenir très longtemps. Je suis très tenace aussi. Et j'ai une énergie débordante. Par contre, et donc voilà, je peux tenir très longtemps. Par contre, j'ai des moments où, par moment, j'ai besoin de décrocher. Voilà, je vais décrocher. Et qu'est-ce que je fais pour me ressourcer? En fait, moi, j'adore chiner. J'adore chiner. J'adore faire des brocantes, chiner des anciens objets. Et en fait, c'est un moment où alors là, je plane complètement dans un autre monde. Je peux y passer des heures et je vais me projeter. Enfin, je sais pas, quand je rentre dans une brocante, j'ai l'impression que je rentre dans le passé. Et j'adore les anciens objets. Je sais pas, c'est comme si je rentrais dans un espace et qu'autour de moi, il n'y avait plus rien. D'ailleurs, des fois, mon mari m'appelle pour me dire « Mais t'es où ? En fait, t'es partie depuis 4 heures. » Et en fait, parce que j'adore ça, j'adore chiner, j'adore regarder les anciens objets, et c'est regarder les belles pièces. Rêver devant elle ou tu t'achètes aussi? Ah non, j'achète aussi. Ah oui, quand même, t'achètes aussi. Oui, après, il me dit « Encore ?» On a déjà 3 meubles comme ça. On a déjà ça. Oui, j'aime bien collectionner aussi. J'aime bien les pièces rares et anciennes, en fait. Voilà. Et bon, voilà. Et donc, c'est des moments où là, pour le coup, alors là, je déconnecte, mais je décroche vraiment, quoi. Et là, je me ressource et c'est un moment, ça me fait du bien. Et c'est une activité que tu fais seule? Alors, j'aime bien la faire seule. Ouais. Parce que quand tu vas avec quelqu'un, c'est pas le même rythme. Si tu vas avec les enfants, ne touchez pas ça, voilà, pas ça, oui. donc c'est pas très agréable. Non, j'aime bien y aller seule. Et... Ce qui te permet vraiment d'être dans ta bulle et de et de te projeter sur cette pièce ou cette pièce qui pourrait bien aller chez toi ou au bureau. J'adore ça. Je peux pas prendre un meuble, le retaper, le moderniser. Donc chez moi, en fait, c'est très moderne. Ouais. Et puis par moment, tu as des pièces anciennes qui sont là dans la déco et tout. Donc c'est exactement ça. C'est que j'aime le monde dans lequel je vis aujourd'hui, donc très moderne. Et après, sur le chemin, tu vas avoir des anciens tableaux, des anciennes pièces. Là, à ce moment, je suis très contente. J'ai trouvé une ancienne balance d'une très ancienne pharmacie. Il n'y en a plus des balances comme ça. En effet, j'ai trouvé cette pièce. J'étais très contente. Après, pour la ramener, s'il y avait les poids, etc. Oui, il y avait les poids et tout. Mais non, ça va, je gère. Ça va, je gère. Et tu savais, au moment où tu l'as achetée, tu savais où tu allais la mettre?
Oui, je savais exactement où j'allais la mettre. Ah oui, par contre, oui, j'aime bien passer du temps aussi. J'aime bien la déco, en fait, intérieure et tout. En fait, j'aime bien mon chez-moi. C'est mon petit cocon. En fait. Un petit cocon qui permet de te ressourcer aussi. Ouais, voilà. Donc, je dirais que ça, c'est bien. Après, moi, je suis une fille du Sud, hein, quand même. Donc, j'aime bien aussi retourner dans mes racines, dans le sud de la France, Où ça, dans le la sud Camargue, tout ça, c'est aussi la nature. Ça me rapproche de la nature, des animaux. De ces moments, en fait, oui, où j'ai ces instants dont j'ai besoin aussi pour me ressourcer, passer du temps en famille, avec des amis, et pas en être Camargue, les taureaux, voilà, les champs. J'aime ça, en fait. Ça me fait du bien. Mais j'adore autant ma vie et ma frénésie à Paris. Hein. Je suis très épanouie. En fait, j'ai un bon équilibre. C'est ce que je te disais, c'est le mode hybride, en fait. Moi, je suis un mode hybride. Karima, le mode hybride. Et par rapport à la question de Laure, qui se demandait comment on gère le quotidien d'une femme CEO, ce que disait aussi ton mari, parce qu'il y a aussi les enfants, etc., même si j'imagine que tu n'es pas toute seule à t'en occuper. Oui, je te rassure, hein, je ne suis pas du tout toute seule à m'en occuper. Alors là... Non, j'imagine bien, on est une team dans ces cas-là. Exactement. Et quels sont les facteurs clés de succès, selon toi, pour réussir à tout mener de front? Je pense que... Alors, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de boîtes où il y a des cofondateurs ou des associés qui bossent ensemble. En fait, moi, je capitalise beaucoup sur les équipes. Je suis assez proche des équipes et donc je me repose beaucoup sur elles. Voilà, je suis bien accompagnée, en fait. Tu fais confiance? Je fais confiance, je leur donne beaucoup d'autonomie, ils sont compétents. Et en fait, ce mode de fonctionnement-là, c'est celui qui me correspond le plus en tant que CEO. Voilà, je me repose sur mes équipes. Finalement, en fait, je suis pas si seule que ça. Ça pourrait donner l'impression parce que j'ai pas un co-associé ou un... en fait, je suis très entourée. Je suis très bien accompagnée. Très présent. Voilà, je suis le chef d'orchestre et autour de moi, j'ai une très bonne relation de travail avec mes actionnaires, mes board members. Je travaille très bien avec mes execs. Je travaille très bien avec les équipes. Je suis proche. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est d'avoir toujours cet alignement entre... En fait, une entreprise, c'est un alignement, en fait. Et entre la vision, ce que tu veux atteindre, et finalement l'exécution, comment tu le fais, avec qui tu le fais. Et moi, franchement, je n'ai pas à me plaindre. Je suis hyper bien accompagnée. Et puis, tu es toujours dans cette recherche d'équilibre pro-perso, ce modèle hybride. Oui, je pense que chez Appen, il y a quand même un mode de vie, un bon équilibre vie pro, vie perso. Donc, on est très impliqués, passionnés, engagés. Et puis, à côté de ça, on a le droit d'avoir une vie. Et c'est ça, c'est bien d'avoir les deux. Il y a de l'autonomie. Ils fonctionnent d'ailleurs en mode hybride, c'est-à-dire qu'on se voit au bureau quelques jours dans la semaine et après le reste du temps ils sont en télétravail. Donc en fait c'est un bon équilibre et je veux dire c'est une relation de confiance aussi. De toute façon moi je travaille que dans la confiance, donc s'il n'y a pas de confiance, c'est comme dans une expérience de rencontre. Vous pouvez pas vous mettre avec quelqu'un si vous n'avez pas confiance dans cette personne. S'il n'y a pas une relation de confiance dans un couple, ça peut pas marcher. C'est pareil au travail. Si il n'y a pas de relation de confiance et dans la relation de travail, ça ne marchera pas de toute façon. Donc, je pense que la confiance, c'est quand même la base de toutes les relations. Quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, si tu devais remercier une personne pour ce que tu es devenue, ce serait qui et pourquoi? Tu me poses des questions dures comme ça. Hein, Alors, tu sais quoi, je vais faire quelque chose de différent de ce que j'aurais pu faire d'habitude. Je vais me remercier moi. Ah ça c'est bien. Voilà. Ouais. Je vais me remercier moi parce que j'ai envie de me remercier moi aujourd'hui. Et puis on le fait pas assez souvent, je trouve. Oui, en fait, c'est vrai que quand tu es CEO, en fait, c'est un dû. Tout ce que tu fais est un dû et c'est ce que tu dois faire. Mais en fait, et donc tu as très peu de remerciements en fait. C'est vrai, c'est parce que en fait, finalement, si tu fais bien ton job, si la boîte va bien, oui, c'est un peu ton job en fait. Et c'est à la fois aussi un métier, c'est très solitaire aussi, même si moi je suis très accompagnée, je le dis, c'est ce qui fait d'ailleurs que je suis très épanouie, c'est parce que j'adore les gens avec qui je travaille.
J'ai envie de me dire merci à moi, merci de m'avoir fait confiance, merci de croire en moi, merci d'être authentique, voilà. Voilà, j'avais envie de me dire merci aujourd'hui, tu vois. T'as bien fait de venir. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a un moment où t'as vraiment douté de toi? Douter? Ouais. Ah, mais moi, je doute souvent. Ah, mais moi, je doute... bah oui, mais c'est ce qui fait qu'on est meilleur, en fait. C'est parce qu'on se challenge en permanence que... En fait, le doute est normal. Et même sain, d'ailleurs. Si tu doutes pas, tu peux te planter par moment. Hein. Donc, moi, je trouve que le doute, c'est très sain. Ça permet justement c'est le doute qui te fait solliciter les avis des uns et des autres. C'est important d'écouter les avis des uns et des autres. T'es pas obligé t'es pas obligé de faire ce qu'on te dit de faire, mais par contre entendre les différentes positions, les avis différents, la place au doute, elle est importante parce que quand on doute, on va essayer d'aller chercher toujours un peu plus loin en fait. Et c'est comme ça qu'on se challenge en permanence et qu'on va essayer de se dire non mais là en fait, ok, j'ai entendu toutes les parties prenantes, j'ai tous les tenants aboutissants, les aspects positifs, négatifs, etc. Et là, tu te dis non, en fait, ça, c'est la meilleure décision qu'on peut prendre. Donc, non, c'est important de douter pour être meilleur. Waouh! On arrive bientôt à la fin, mais c'est encore pas complètement la fin. Et on a une rubrique qu'on aime bien, qui est la rubrique La Claque. La claque qui peut être pro, perso, mais en tout cas qui a pu changer de paradigme à un moment, te donner des clés pour voir les choses autrement. Quelle claque tu auras envie de nous partager aujourd'hui? Alors, la claque. Moi, je pense que celle que j'ai prise, je pense que ouais, c'est c'est quand mon père est parti. En fait, il nous a quittés. En fait, tu penses en fait que les parents, ils sont éternels. Et en fait, voilà, quand tu es dans la vie de tous les jours, tu te rends pas compte qu'un jour, ça va se terminer. Et moi, je pense qu'il est parti trop tôt. Oui. Et donc ça, c'était une belle claque. Ouais. Oui, parce qu'on ne projette pas la vie sans ses parents. Non, pas du tout. Et quand ça t'arrive, ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur, ouais. Et est-ce que toi, ça a provoqué des discussions éventuellement avec tes enfants? Est-ce que ça t'a provoqué des discussions avec ta maman? Enfin, je sais pas, dans le... Qu'est-ce que ça m'a... Non, en fait, je saurais pas te dire, en fait. C'est un moment où... Non, en fait, peut-être que ce que ça fait, c'est que ça me confirme que, en fait, quand tu vis pleinement ta vie et que tu es là à l'instant présent et que tu vis tout ce que tu as à vivre maintenant, finalement, tu n'as pas beaucoup de regrets. Et je pense que quand tu as fait tout ce que tu devais faire et que quelqu'un part, en fait, tu es assez serein, en fait, parce que tu as l'impression d'avoir profité de tous les instants que tu devais profiter. Et après, c'est comment ils partent qui est un peu injuste. Ouais. Mais je pense que ce que ça m'a créé, on va dire, c'est une confirmation, en fait, que vivre sa vie pleinement, profiter de ses parents, profiter de sa famille, profiter de son travail, de ses collègues. En fait, être là à l'instant où tu vis ta vie. En pleine conscience. Voilà, pleine conscience. Finalement, tu acceptes mieux après les claques. Ouais. Parce que finalement, c'est un peu la vie et il faut la prendre comme elle vient. Mais quand tu as l'impression d'avoir été là où tu devais être, quand il fallait y être, et que tu as fait le maximum que tu pouvais donner, finalement, en fait, tu es assez serein après. Et ouais, c'est peut-être un message, je pense, que les gens doivent arrêter peut-être de se mettre des limites, des croyances, des choses dans la tête, et plutôt de profiter de la vie et des gens qu'on aime, avec qui on a envie de partager des choses. Et c'est pareil au travail, c'est exactement pareil. En fait, le travail, c'est pas une zone où on doit mal se sentir, c'est une zone où on doit aimer travailler avec ses collègues, aimer son travail. Si tu subis, c'est que t'es pas au bon endroit, en fait, tout simplement. Et c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour la boîte.
D'autant plus que la frontière entre ça c'est du perso, ça c'est du Ouais, pro, elle n'existe pas. quasiment plus. Voilà. Donc en fait, si t'es pas épanoui dans ton travail, tu vas pas être très heureux dans ta vie perso. Et si t'es pas heureux dans ta vie perso, ça va impacter ton travail. Donc non, moi je pense que c'est important d'être authentique et d'être vraiment la même personne dans toutes les facettes de sa vie. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'épanouir. Moi personnellement, c'est comme ça que j'arrive à m'épanouir. Et puis c'est moins fatigant en même temps d'être une seule et même personne. Oui, voilà. Et puis après, de savoir ce qu'on aime, de faire des choix, de renoncer et d'affirmer finalement. Ouais, voilà. Donc en fait, la vie. Tu acceptes mieux les claques quand tu sais que voilà, tu fais ce que tu as à faire et que tu es à fond dans ce que tu fais, que tu en profites et que tu passes des bons moments et que tu tires le meilleur de toutes les situations. Voilà. Merci pour cette philosophie de vie partagée. C'est le petit jingle Sista, parce que, comme toi, il nous tient à cœur d'encourager l'entrepreneuriat au féminin, de mettre en avant des entrepreneurs femmes, des entrepreneurs D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on n'a pas parlé de quelque chose, donc avant que je lance qui est Sista, tu es présidente de Women in Dating. Oui. Ah oui. Attends, on en a parlé. On n'en a pas parlé. Pourtant, c'est important, maintenant. La place des femmes dans la tech. Dans la tech et le dating. Ben oui. Maintenant, on va en parler. Voilà, on y va. C'est une association ? Oui, c'est une association qui réunit les femmes du secteur du dating. Et donc, notre mission, c'est de créer en fait un espace de networking pour s'entraider, se donner des conseils, mentorer. Il y en a beaucoup. On est une trentaine de femmes là aujourd'hui, dans le monde entier. Hein. Oui, monde entier. C'est plus international que français. Puisqu'à l'origine, ça a été créé aussi à l'international. Et donc, je suis présidente de cette association parce que moi, j'aime... D'abord, je pense que le soutien des femmes et le networking entre femmes, ça aide beaucoup parce que finalement, on se rend compte qu'on a un peu les mêmes problématiques, les mêmes symptômes aussi. Et donc d'une part, ça, c'est important de networker. Ça, dans le milieu professionnel, c'est important toujours d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Et aussi, nous, dans notre secteur, le secteur de la rencontre, la place de la femme est extrêmement importante. Et donc, c'est important de penser aussi nos fonctionnalités, de penser le produit avec le regard des femmes. Il a été trop regardé avec le regard des hommes, et c'est pour ça que les applications de rencontre marchent très bien pour les hommes. Mais ce qui pose d'ailleurs pas mal de sujets. Oui, et donc nous, notre rôle, c'est plutôt de faire en sorte que notre service, notre produit soit adapté à l'usage des femmes. Et donc, tu parlais tout à l'heure de Ready to Date, ça fait partie des fonctionnalités qui ont été pensées d'ailleurs par une de notre responsable produit, Élise, qui a été pensée par une femme pour les femmes. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est vraiment à chaque fois avec le prisme des femmes pour leur créer cet espace de confiance, cet espace où elles vont pouvoir découvrir des profils intéressants. Et donc, ce type d'association, ça nous permet aussi de discuter des enjeux, justement, de notre secteur, de ce qu'il faut tacler comme problématique sur les sujets de sécurité, des sujets de qualité, des sujets autour des valeurs que les femmes embrassent plus que les hommes. Voilà, c'est important quand même d'avoir ces espaces de discussion et de networking. Donc, je fais partie de ces rares femmes à la tête de boîte tech, et c'est dommage, parce que des pépites, il y en a beaucoup. Et donc, il faut qu'on continue à travailler pour laisser plus de femmes aux femmes, essayer de les comprendre et de les accompagner pour qu'elles puissent s'épanouir dans des rôles à responsabilité et avoir plus de femmes leaders de boîte tech. Et leaders d'opinion. Et leaders d'opinion. Exactement. Et alors, si toi, tu avais une baguette magique à nouveau et que tu devais choisir une femme entrepreneur à mettre en avant, tu choisirais qui, pardon, je vais y arriver, et pourquoi? Alors moi, la femme que je voudrais mettre en avant, c'est Claire Breton. C'est la CEO, fondatrice et CEO d'Underdog.
J'ai envie de parler d'elle parce que c'est la dernière femme là qui m'a interpellée. Ouais. Je pense que son histoire m'a beaucoup parlé puisque elle a aussi créé cette nouvelle page de son histoire. Elle est en train de l'écrire. Aussi parce qu'elle a reçu une claque et elle a perdu son papa. Oui. Et donc, moi, ça m'a parlé aussi. Et donc, j'ai trouvé son énergie, j'ai trouvé son histoire très touchante et je trouve qu'elle a quelque chose de particulier. Oui. Voilà, donc... L'histoire qu'elle a partagée à l'occasion de Big et le sujet du progrès. Exactement. Le progrès, c'est important et il faut tout le temps progresser, tout le temps apprendre. Ouais. Il faut lutter contre le statu quo. Et je trouve qu'elle incarne ça. Et donc, franchement, j'aimerais bien l'écouter chez toi. Et si tu avais une question à lui poser, ce serait quoi ? Ce serait... je dirais... là, elle a pris une claque. Ça lui a donné l'envie de créer quelque chose de plus grand encore que ce qu'elle avait déjà créé par le passé. J'ai envie de lui demander quelle est sa vision, de son... Parce que finalement, elle a quand même un service très local. Hein. C'est quand même du reconditionnement de gros électroménagers. Et quand je parle de gros électroménagers, je me pose la question de comment elle va scaler ça, quoi. Donc, j'ai envie de l'écouter là-dessus. En fait, quelle est sa vision et comment elle compte scaler un business qui est basé sur du matériel qui est gros. Eh bien, je lui poserai la question en ton nom. Enfin, j'appuierai sur le petit bouton. Vous avez un message. Et je lui lancerai ta question. Mille merci, Karima, d'être venue ce matin discuter avec moi de tous ces sujets passionnants. En t'écoutant, on voit l'engagement que tu as dans Happen et dans tous les sujets que tu défends autour des femmes, dans la tech, etc. Je pense que s'il y en a qui se posent encore la question de est-ce que je vais télécharger Happen après cet épisode, je pense que tout le monde fonce la télécharger, cette app. Enfin, voilà. Et mille merci encore une fois d'être venu à notre micro. Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Et quant à vous, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous et surtout partagez cet épisode, parlez-en autour de vous, ça nous fera gagner la guerre des algorithmes. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Feuille blanche. 40 nuances de Sista.